Alors parmi les deux principales innovations, nous avons choisi de mentionner l'effort qui a été fait par l'éditeur pour la gestion du cycle de vie de l'application et les améliorations, les modernisations qui ont été faites dans l'interaction entre l'applicatif et les utilisateurs. Alors en ce qui concerne le PeopleSoft Lifecycle Management, c'est la solution PUM, PeopleSoft Update Manager, qui a pour rôle de faciliter l'évolution de l'application et de mettre en place un tout nouveau principe de mise en œuvre de ces améliorations. En ce qui concerne l'amélioration des interactions entre l'utilisateur et l'application, il y a un certain nombre de modernisations, notamment faciliter l'accès à un certain nombre de nouveaux usages, la possibilité de développer le mode collaboratif, d'améliorer l'ergonomie et aussi de développer des fonctionnalités de pilotage. Le PUM, PeopleSoft Update Manager. Alors il répond à une véritable nécessité de pouvoir mettre en œuvre simplement de nouvelles fonctionnalités qui sont mises à disposition par l'éditeur. Aujourd'hui, tous nos clients nous le disent, la principale difficulté qu'ils ont avec leur application PeopleSoft, c'est la difficulté de la faire évoluer. Donc l'éditeur va mettre à disposition une fois par an, ou plusieurs fois par an, pardon, une image qui sera positionnée sur une machine virtuelle et qui pourra être téléchargée en fait du site Oracle. Je vous fais le petit schéma, ça ira mieux. Voilà. Donc sur le principe, cette image est mise à disposition. L'utilisateur, le client va pouvoir la télécharger sur une machine virtuelle et va pouvoir générer un change package qui va pouvoir être ensuite customisé et mise en place sur l'environnement de développement là où il pourra être customisé. Le Change Assistant va pouvoir ensuite assurer la propagation sur les environnements de test et sur l'environnement de production. Donc ça c'est un schéma qui vient de chez Oracle et qui documente assez succinctement le processus. Donc là on est clairement sur une rupture, une véritable innovation en ce qui concerne la possibilité d'accéder à des évolutions de l'applicatif. En ce qui concerne les apports relatifs à l'interaction avec l'utilisateur, j'ai été regroupé en quatre types. Tout ce qui concerne les nouveaux usages. Alors vous avez sans doute entendu parler des Workcenters. Alors je vais vous mettre un petit exemple ici. Alors le Workcenter, c'est la possibilité de mettre sur une page, de regrouper sur une page un certain nombre de fonctionnalités qui sont regroupées sous des pagelets et qui vont permettre de mettre directement à disposition de l'utilisateur un certain nombre de fonctionnalités complémentaires qui vont lui éviter en fait de naviguer à travers les écrans. Ce qui va permettre notamment de construire des tableaux de bord, d'améliorer les fonctionnalités de self-service. Par exemple, en RH, on a un manager dashboard qui synthétise toute une vision de son activité RH. Voilà, donc ça c'est, on va dire, un noyau important des apports des dernières versions, notamment de la 9.2 et de la 8.53 des tools. Ensuite, PeopleSoft a décidé de mettre à disposition sa fonctionnalité de portail. C'est donc le PeopleSoft Interaction Hub qui est maintenant intégré dans la version qui est mise à disposition et qui va permettre de fédérer les accès à un certain nombre de fonctionnalités et éventuellement à d'autres systèmes dans un portail unique avec une ergonomie beaucoup plus au goût du jour que ce qu'on pouvait trouver jusqu'à présent. Et le dernier point concerne les accès mobiles. Il y a énormément d'investissements qui ont été faits par PeopleSoft pour mettre à disposition l'application en interface sur des terminaux mobiles. Dans un premier temps, via l'application web qui était visible sur les interfaces mobiles, et aujourd'hui il y a carrément des applications disponibles en format iPad sur tablette et sur smartphone. Avec ici par exemple l'exemple d'une approbation, d'un workflow d'approbation sur des expenses disponibles sur un smartphone. Donc ça concerne les nouveaux usages. En ce qui concerne le collaboratif, alors le workflow, les alertes, les tâches, ça existait déjà dans les versions anciennes. Ça a été particulièrement amélioré dans le sens où aujourd'hui il y a beaucoup moins de développement nécessaire et que c'est totalement configurable aujourd'hui dans l'applicatif.
Et on va retrouver des possibilités de mettre sous forme d'organigramme. Alors, pour un organigramme de ressources humaines, par exemple, ou une hiérarchie ici que je vous ai positionnée relative à des fournisseurs. D'autres améliorations, le Global Search, donc un outil un nouveau moteur de recherche, à facettes, dit à facettes, donc c'est le moteur Verity qui a été remplacé par le moteur SES, Search Enterprise Services, qui offre beaucoup plus de services et qui permet de faciliter la navigation pour un utilisateur qui n'a pas trop l'habitude d'aller dans les écrans, ce qui lui facilitera la recherche soit d'un dossier, d'une donnée, voire même d'un menu, d'un écran, etc. Donc c'est vraiment un outil de recherche global qui va faciliter la navigation. Je vous ai représenté ici un exemple de processus guidé. Donc c'est la possibilité de représenter sur un écran un enchaînement d'activités que l'utilisateur va devoir mener pour arriver à un résultat. C'est aussi une nouveauté. En ce qui concerne le pilotage, l'arrivée des pivot grids, donc c'est une représentation graphique d'une requête dans laquelle on va pouvoir activer des filtres, modifier les filtres, donc il y a de la personnalisation au niveau des filtres, la possibilité de faire du drill down et la possibilité d'exporter des données vers un tableur. Donc on va retrouver ces pivot grids sous la forme de pagelets qui pourront compléter, le cas échéant, un work center et ainsi permettre de construire des écrans de pilotage assez simples et assez accessibles pour un utilisateur. Une représentation d'un pivot grid dans un work center avec un chart. Et ce n'est pas tout, donc les évolutions continuent. La 8.54 des People Tools sortira à l'automne et continue dans cette voie-là, c'est-à-dire que Oracle va continuer à investir sur tous ces aspects de modernisation. On parle aujourd'hui de fluid interface, c'est le terme consacré par PeopleSoft, qui est en fait la récupération du terme anglo-saxon consacré au responsive design, donc au web adaptatif si on utilise le français, qui va permettre en fait à un utilisateur d'accéder à ces transactions aussi bien sur un ordinateur que sur une tablette ou sur un smartphone. Donc il y a énormément de développement, d'investissements qui sont faits sur ces différents sujets. Voilà, ce sera tout pour les apports. Et je passe la parole à Farid qui va reprendre la démarche de montée de version. Okay, merci Olivier. Alors juste restez attentifs sur les invitations que vous recevrez dans les prochaines semaines, puisque sur les 8.54, donc les People Tools 8.54, nous allons faire une petite synthèse avant même leur mise à disposition par Oracle. Une petite synthèse que nous partagerons avec vous sur eh bien, la promesse d'Oracle sur ces 8.54 avant leur sortie, pour savoir à quoi vous attendre. Et puis, nous referons un webinaire dès lors qu'ils seront disponibles pour partager avec vous eh bien, le retour d'expérience sur leur implémentation. Alors, pour parler de la démarche de montée de version, j'ai déjà évoqué le sujet un peu précédemment. Quelles sont les motivations aujourd'hui d'un utilisateur, d'une entreprise qui utilise PeopleSoft pour upgrader? Probablement certains d'entre vous sont dans ce contexte-là. Eh bien, c'est tout simplement une application qui est en fin de vie. Et comme elle ne sera plus maintenue par l'éditeur, eh bien, le projet devient urgent et la volonté de mener un projet d'upgrade ou de montée de version rapidement se fait sentir en fonction des échéances de support, en fonction de la version dont vous disposez, le support assuré par l'éditeur. Mais en fait, il y a un autre élément qui, lui, devrait être beaucoup plus prégnant dans les motivations d'un projet d'upgrade. C'est tout simplement que vous puissiez tous bénéficier de ce que vous financez tous les ans avec la maintenance éditeur que vous payez. Eh bien, cette maintenance éditeur, ce n'est un secret pour personne, c'est l'investissement que vous faites tous les ans auprès d'Oracle pour assurer la R&D. La R&D de l'éditeur à votre service.
Et cette R&D, elle se traduit par eh bien, une amélioration de la valeur d'usage pour l'utilisateur à travers des modifications sur l'ergonomie, sur l'expérience utilisateur en tant que telle, sur l'amélioration de l'automatisation et des gains de productivité dans les traitements des processus métiers. Et c'est aussi, tout simplement, la mise en conformité réglementaire de votre système d'information de gestion, que ce soit au niveau local, pour les entreprises qui couvrent uniquement la France, ou au niveau international, lorsqu'il s'agit de mise en conformité réglementaire pour plusieurs pays. Donc c'est quand même un élément significatif qu'il ne faut pas oublier. Et enfin, une autre motivation pour un projet d'upgrade, un projet de montée de version, c'est aussi de déployer de nouveaux périmètres fonctionnels. Soit parce que de nouveaux modules couvrant des besoins qui jusqu'alors n'étaient pas couverts sont mis à disposition par l'éditeur, soit parce que eh bien, d'anciennes fonctionnalités ont été améliorées et il est nécessaire de rebalayer ces processus pour déployer les nouvelles fonctionnalités. Alors, il y a deux façons d'envisager les projets de montée de version, et à vrai dire, nous avons eu l'occasion de mener les deux approches. Certains choisissent une montée de version des tools uniquement. Donc pourquoi faire uniquement une montée de version des People Tools? Lorsque cela est possible, bien entendu, parce que vous ne pouvez pas être sur la dernière version de People Tools sur une application très ancienne par exemple. Eh bien, lorsqu'il y a une volonté de rester sur un périmètre fonctionnel identique, donc on reste à ISO périmètre, on veut mener un projet qui est essentiellement technique, puisque à part, notamment sur les dernières versions de Tools, l'évolution liée à l'ergonomie, donc l'accès à l'information, les écrans, le look and feel, comme on dit, a légèrement changé. Mais sinon, le projet People Tools peut être un projet essentiellement technique. Bien entendu, cette montée de version permet de bénéficier de la garantie éditeur sur cette brique applicative. Ça peut aussi accompagner la modernisation des infrastructures, puisqu'il peut y avoir quelques dépendances ou quelques prérequis en fonction de l'infrastructure technique que vous souhaitez moderniser, faire évoluer, améliorer. Enfin, c'est aussi l'occasion de bénéficier de nouvelles fonctionnalités People Tools. Alors les People Tools, c'est une dimension ou une brique qui n'est pas très visible des utilisateurs en tant que tels. Et pour cause, c'est là-dedans qu'on retrouve l'atelier de génie logiciel, qui est Application Designer, mais on retrouve aussi d'autres choses. Parmi celles-ci, le PeopleSoft Update Manager dont a parlé Olivier précédemment, mais également un nouvel outil qui est le PeopleSoft Test Framework. Donc ça sert à automatiser les tests. Le PeopleSoft Update Manager, comme évoqué, ça sert à faire une maintenance fonctionnelle et technique à la demande. C'est du sur-mesure finalement. C'est la réponse de l'éditeur Oracle pour l'évolution sur mesure de votre système d'information de gestion. Mais aussi, quelque chose qui est peut-être un peu plus technique, c'est les capacités de développement des work centers, donc ces écrans qui constituent les tableaux de bord pour les profils métiers, qui sont maintenant embarqués grâce à PeopleSoft Application Designer. Donc là, c'est lorsque l'on est dans une réflexion de montée de version uniquement des People Tools versus ce qu'on appelle un full upgrade, c'est-à-dire une migration qui couvre à la fois les People Tools et l'application métier en tant que telle. Alors, bien évidemment, on y revient, ça permet de conserver le support, la garantie éditeur sur l'application PeopleSoft que l'on a en production. Mais c'est aussi, je l'évoquais précédemment, pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités sur des processus standards. Voire bénéficier de nouvelles fonctionnalités en remplacement de spécifiques sur des processus qui, bien entendu, pour vous, pour l'entreprise, sont ces processus standards. Alors, le full upgrade, c'est aussi l'opportunité de diminuer le taux de spécifiques, de se réapproprier son système d'information en abandonnant, en supprimant tous les spécifiques qui sont obsolètes et qui sont dus à l'histoire la plupart du temps, et aussi à la non-réponse
d'une version antérieure de l'application à des besoins spécifiques métiers. Donc, les deux approches, upgrader uniquement les People Tools dans un premier temps ou aborder un full upgrade People Tools plus montée de version applicative, dépendent de chaque contexte client. Et à vrai dire, nous avons eu l'occasion de mener et l'une et l'autre. Et la démarche des People Tools avant de mener, donc de migrer les People Tools avant de mener un upgrade applicatif, ça peut aussi permettre, par exemple, de rénover l'interface utilisateur, c'est le cas avec la dernière version des Tools, avant de rentrer dans le sujet véritablement des fonctionnalités. Alors je vais passer la parole à Jawer sur les différentes options possibles pour aborder un full upgrade, donc un upgrade à la fois applicatif et de Tools. Vous avez trois options pour mener à bien un full upgrade. Donc vous avez le fresh install, la migration éditeur standard ou une migration mixte. Donc un mix entre une migration éditeur et une fresh install. Alors vous verrez qu'en fonction de vos contextes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est vraiment lié à votre contexte et à votre existant. Alors, en ce qui concerne le fresh install, donc on a essayé de faire un graphique pour vous expliquer comment fonctionnent les différentes options. Alors, en ce qui concerne le fresh install, vous avez votre existant. Et sur cet existant, dans quelle mesure on va préférer une fresh install? Donc, dans quelle mesure on va préférer une fresh install? C'est plus particulièrement quand vous êtes vraiment dans une ancienne version. Et quand il est nécessaire de faire des sauts de version supérieures à 2. Et lorsque vous avez une volonté de refonte de votre système d'information. Alors quand on va aborder une fresh install, c'est tout simple, hein, on va quand même récupérer donc votre système d'information. Donc il est composé en deux parties. Vous avez votre base de données et vous avez également votre système d'information, le standard, les personnalisations que vous avez pu apporter et vos spécifiques. Première étape qu'on peut avoir, hein, que font certains intégrateurs, c'est que dans la mesure du possible, on fait quand même un upgrade de tools pour pouvoir avoir la possibilité de récupérer des spécifiques existants et de ne pas tout redévelopper. Quand une version est trop ancienne, effectivement, on va plutôt installer tout simplement une version cible, donc une nouvelle version totalement vierge, une nouvelle installation par exemple de la 9.2, avec un SGBD effectivement standard, donc un environnement vierge. Ensuite, cet environnement, il va y avoir une étape de redéveloppement. Donc le système, donc il va y avoir une étude de feed gap analysis, de retravail du système en fonction de votre volonté de refonte. Donc il va y avoir dans une première étape du redéveloppement. Et ensuite, suite à ce redéveloppement, il y a une phase obligatoire de reprise de données. Alors vous avez deux types de reprise de données, effectivement. Donc une qui est à moindre coût, qui consiste à reprendre les à nouveau, donc la balance et les soldes clients et fournisseurs. Et d'autres reprises, qui est une conversion totale de votre historique, qui est un peu plus complexe, parce qu'elle va consister quand même à récupérer les différents programmes de conversion de données de l'éditeur pour vous permettre de convertir votre système dans la version cible. Quels sont les bénéfices d'une telle démarche? C'est tout simplement que, bon, effectivement, la version est trop éloignée. Et donc, pour repartir aussi sur un environnement complètement sain, se réapproprier complètement et aller sur une version vraiment cible pour ensuite rentrer dans le cercle vertueux d'un upgrade standard, eh bien, effectivement, ça va vous permettre d'avoir un effet cure de juvence. Quels sont les inconvénients? La plupart du temps, c'est un projet quand même qui est assez lourd en conception et en réalisation. Et il est nécessaire d'avoir une forte implication fonctionnelle et métier. Puisque finalement, comme vous êtes censé revoir l'ensemble des processus, vous êtes vraiment dans une démarche d'implémentation. Là, on est vraiment dans les étapes d'une réimplémentation complète du système. Voilà. Ensuite, nous allons aborder la partie migration éditeur, donc l'upgrade standard de l'éditeur.
Dans quelle mesure on va vous proposer ce type d'upgrade? Tout simplement quand votre implémentation est récente, donc vous avez quand même une bonne visibilité de votre référentiel technique, il est assez maîtrisé, ou souvent quand vous avez peu de spécifiques. Effectivement, il est, comme l'éditeur, lorsqu'il écrit, il outille son upgrade, donc le tout est packagé, lui le fait sur des environnements complètement standards, et effectivement, plus vous maîtrisez, moins vous avez de spécifiques, plus il est aisé d'utiliser cette méthodologie. Alors, première étape, bien entendu, on récupère une copie de votre existant, on fait un premier upgrade de tools, donc on est systématiquement obligé d'upgrader les tools avant d'upgrader l'applicatif. Donc, vous verrez ici qu'effectivement, quand je mets égal, c'est que le SGBD, dans cette étape-là, n'évolue pas, mais il évolue au niveau de l'upgrade de tools uniquement sur la partie technique. Quand on fait un upgrade de tools, il est en général déconseillé de grader la partie technique. Donc effectivement, là-dessus, vous ne faites que perdre une partie de votre standard modifié, de votre standard modifié. Et le plus gros du standard modifié est normalement dans l'applicatif. Donc deuxième étape, vous allez ensuite upgrader la partie applicative. Et le fait d'upgrader la partie applicative, là, alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que le fait d'avoir upgradé l'applicatif, vous ne perdez pas vos objets totalement spécifiques. Finalement, l'éditeur vous autorise, lors de l'upgrade, de les garder. La seule chose, effectivement, qui disparaît, qui redevient standard, ce sont les personnalisations que vous avez apportées. D'où le fait de dire qu'on fait du report de développement. Ensuite, quand vous avez upgradé la partie applicative, vous allez effectuer via l'AE de conversion de l'éditeur la conversion de votre base de données. Et donc, on va retransformer cette base de données au format cible. Donc, on va se retrouver dans ce qu'on appelle un contexte d'initial upgrade. Hein, c'est comme ça que l'appelle l'éditeur. C'est un petit peu le coffre-fort de votre référentiel technique que vous allez au fur et à mesure alimenter des développements et de reports que vous allez effectuer. De cet initial upgrade, on crée deux environnements. Donc, je me suis arrêtée effectivement à ces deux étapes-là. Donc, on copie l'environnement initial upgrade pour créer un environnement de développement, pour ensuite créer un environnement de test. Les reports de développement vont se faire dans la base de développement et on va se retrouver petit à petit, lors des reports de développement, avec un standard modifié qui va venir se positionner ici. Ce standard modifié va être livré au fil de l'eau et on va demander donc à l'équipe fonctionnelle de tester l'environnement. Et au fur et à mesure que le système va être testé, on va ensuite, suite aux différentes phases de recettes, livrer les développements qui vont être validés. Ce qui va nous permettre d'utiliser l'initial upgrade comme un réceptacle qui va nous permettre d'upgrader très rapidement, puisqu'on va plus se retrouver dans un initial upgrade avec toutes ces différentes étapes, et dans ce qu'on appelle un move to prod. Et en fin de compte, le système va automatiquement reprendre vos développements, et vous n'avez plus qu'à faire la conversion de données, puisque vos développements seront repris automatiquement. Voilà, donc là, c'est pour la partie upgrade standard. Quels sont les bénéfices? Donc, si vous êtes dans, bien entendu, une implémentation récente, un référentiel technique maîtrisé, peu spécifique, effectivement, on va se retrouver avec une analyse de feed gap réduite. Un projet relativement peu lourd, mais comme je vous le dis, c'est vraiment en phase avec cette implémentation récente. Et là, je parle bien de projet ISO-périmètre, hein, donc au niveau du feed gap analysis. Hein. Vous allez pouvoir faire une conversion des historiques et la conversion des données sera outillée par l'éditeur. Donc c'est vraiment l'une des forces de cette méthodologie. L'inconvénient, c'est que puisque derrière on développe sur du spécifique existant qu'on a récupéré, on va conserver ce spécifique même s'il est obsolète. Et dans cette mesure-là, on ne va pas se réapproprier le système, puisque finalement il n'y aura pas de refonte du référentiel technique. C'est pour ça qu'il y a une troisième méthode. Et cette troisième méthode, c'est un petit peu la méthode qui va prendre les avantages de l'upgrade outillé de l'éditeur, plus la partie fresh install pour vous permettre de vous rapproprier votre système. Donc une des démarches qui est intéressante,
quand vous allez vouloir rentrer dans le cycle du PUM, de ce que propose l'éditeur. Donc il est nécessaire de se réapproprier son système pour ensuite rentrer dans ce cycle de vie de maintenance. Alors, comme vous pouvez le voir, ça ne change pas d'un upgrade standard, puisqu'on va se retrouver avec un initial upgrade ici. On va copier cet environnement d'initial upgrade pour en faire une copie d'une base de développement. Par contre, sur l'environnement de test, on va la copier, mais tout simplement, on va se débarrasser de la partie spécifique. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette méthode-là, on va reconstituer un référentiel technique métier qui va vous permettre de packager vos développements, de les livrer au fil de l'eau. D'accord, donc les redévelopper ici, bien entendu, on se retrouve avec son standard, de les livrer au fil de l'eau et de pouvoir tester aussi bien au niveau par le développeur des fonctionnalités de métier et par les gens du métier, ces fonctionnalités métier. Voilà, donc l'objectif ici, c'est de repartir sur un standard et de maîtriser finalement l'usage de son système et de se le réapproprier avec des projets, une définition de projet qui soit une définition de projet métier. Ensuite, bien entendu, on utilise le même principe du coffre-fort. On envoie le tout dans l'initial upgrade pour pouvoir utiliser après la technologie de ce qu'on appelle le move to prod de l'éditeur. Donc, dans quelle mesure on va utiliser cette méthodologie? Souvent, quand on a un historique important et peu maîtrisé. Alors, comme le disait Farid, effectivement, quand vous allez développer, vous allez implémenter votre système, il va se passer pas mal d'années. Les intégrateurs qui vont arriver seront partis. Vous avez énormément de turnover et effectivement, on n'a plus la maîtrise de son système d'information. Et donc, il est nécessaire de se le réapproprier, effectivement, pour avoir un niveau de maintenabilité qui soit à moindre coût. Parce que c'est bien beau d'avoir des technologies nouvelles apportées par l'éditeur. Ce qui coûte le plus cher dans un upgrade, la plupart du temps, c'est vraiment les reports de développement. Et quand il est maîtrisé, effectivement, on a une meilleure visibilité et on peut l'optimiser. Les bénéfices, c'est un retour au standard lorsque c'est possible, puisque finalement, on va se reposer les bonnes questions au bon moment par rapport aux spécifiques et au processus métier. Un nettoyage des objets non utilisés, donc on revient à l'usage de votre système, que vous utilisez et pas uniquement toute une liste de développement spécifiques qui ne correspondent à rien. Une réappropriation fonctionnelle et technique. Alors comme je vous le disais, effectivement, quand on crée ce référentiel, on le crée de façon à avoir une visibilité métier, de façon à ce que lors des ateliers de Fit Gap Analysis, on soit capable de communiquer avec les gens du métier, les fonctionnels et les techniques. Et ensuite, on garde donc les avantages de la méthode d'upgrade de l'éditeur avec une conversion des données qui est outillée. L'inconvénient, bien entendu, c'est une analyse de fit gap qui est nécessaire, donc, mais qui est quand même à moindre coût puisqu'elle est outillée, et un effort requis pour se réapproprier et la refonte de son référentiel technique. Mais ce que vous perdez à ce niveau-là, vous le gagnez pour vos prochains upgrades, puisque derrière, vous êtes vraiment réapproprié votre système, et lors des ateliers d'adéquation. Voilà. Et ensuite, on vous a resynthétisé ici donc, les différentes méthodes. Alors comme j'ai pu vous l'expliquer plus haut, il n'y a pas de meilleure ou de mauvaise méthode. C'est vraiment au niveau de votre contexte et de votre existence que vous allez décider finalement d'utiliser plutôt une crèche install, plutôt une migration purement éditeur, ou alors passer directement vers une migration mixte. Donc là, je vais laisser la main donc, à Farid. Merci Joël. Alors, tous ces projets, quelle que soit la démarche retenue, hein, que ce soit une crash install, c'est-à-dire une implémentation comme celle que vous avez pu vivre à l'origine, avant de mettre votre application en production, eh bien, les différents écueils vont toucher 4 principales dimensions. Les principales dimensions, c'est la gestion du périmètre du projet, les ressources, le budget et le sponsorship. Alors, le périmètre, c'est l'un des écueils, c'est d'envisager un projet de montée de version comme un projet purement technique. Il se peut que l'une ou l'autre des démarches retenues ait une dimension un peu plus technique que l'autre. Mais l'envisager uniquement sous l'angle technique est une erreur. De toute façon, le système a vocation à être
ni à disposition d'utilisateurs, il est à disposition du métier. Donc leur implication à des niveaux différents en fonction des phases du projet, et notamment de manière importante durant les phases de test, principalement, est nécessaire. Un autre écueil, c'est de se dire, ben voilà, on a un projet lié au système d'information de gestion, on va en profiter pour faire eh bien, une évolution de l'architecture technique, pour déployer de nouveaux processus métiers, pour faire quelques développements spécifiques que l'on a toujours voulu faire, et donc d'en faire un projet fourre-tout. Et le projet fourre-tout, c'est le meilleur moyen de générer du risque supplémentaire et, sur le projet et de ne pas tenir son budget. Un autre écueil, c'est de ne pas avoir préparé une certaine visibilité sur les personnalisations existantes, pour plein de raisons. Perte de documentation, perte des ressources, etc. Et bien ne plus avoir la connaissance des adaptations, des spécifiques qui ont été apportés à votre système d'information de gestion. Or, dans une démarche d'upgrade, dans une démarche de montée de version, ces objets, ces fonctionnalités, pour parler métier, eh bien, il faut se poser la question de savoir si on doit les maintenir ou pas, et si elles sont spécifiques ou pas. Parce que si elles sont spécifiques, elles ont un traitement particulier. Enfin, un autre écueil, c'est d'avoir un périmètre qui fluctue au gré du projet, et donc d'être sur ce que j'appelle les sables mouvants. Hein. On a un cadre de référence, mais finalement, on le modifie tout au long du projet avec le même planning et le même budget. Donc, c'est le meilleur moyen, encore une fois, de se créer des conditions qui ne sont pas des conditions de réussite. Sur les ressources, un écueil sur les ressources, c'est de surcharger les équipes qui existent déjà. On prend des ressources qui sont identifiées comme pouvant monter sur le projet de migration, le projet de montée de version, mais on ne les décharge pas de leurs tâches au quotidien, et donc on se retrouve avec des équipes qui sont surchargées et qui ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur d'elles-mêmes, sur eh bien, la contribution qui est attendue d'eux, à la fois sur le projet et à la fois dans leur travail au quotidien. Un autre élément, un autre écueil, hein, c'est de sous-dimensionner le pilotage du projet, en se disant finalement les tâches techniques, ce qui doit être délivré, c'est ça qui est fondamental, et puis le pilotage, la chefferie de projet, etc., ça ne crée que peu de valeur, c'est totalement faux. En fait, il faut pouvoir dimensionner un pilotage du projet à la hauteur de la complexité, de la durée et du niveau d'instance qui sont déployés au cours de ce projet pour pouvoir le tenir. Enfin, on a parlé des utilisateurs métiers précédemment, leur disponibilité, leur implication doit être anticipée et calibrée de la bonne manière pour pouvoir disposer eh bien, des moments privilégiés d'interlocution avec les utilisateurs métiers lorsqu'il s'agit de faire des choix, des arbitrages, mais également lorsqu'il s'agit de qualifier ou de recéter l'application qui va leur être mise à disposition. Donc c'est quelque chose qui s'anticipe, qui se planifie, puisque ces utilisateurs métiers, par définition, ils ont aussi des activités au quotidien dans l'entreprise. Un élément qui n'est pas des moindres, on l'a évoqué dans les contraintes, hein, dans lesquelles bien, tous vous œuvrez aujourd'hui, c'est souvent des budgets qui sont contraints. Et donc, un risque qu'il faut savoir gérer très en amont, d'estimation, d'évaluation budgétaire, la plus adéquate, la plus pertinente qui soit. Ce sont des projets qui sont néanmoins représentatifs au sein de l'entreprise, et un budget mal évalué ou approximatif eh bien, ne permettra pas de mener à bien un projet de montée de version. Enfin, comme tout projet d'envergure, et même si c'est une montée de version, ce n'est pas un changement d'application, même s'il n'y a pas de refonte en tant que telle de processus métier, l'implication de la direction générale, la visibilité de cette implication au niveau des équipes projets et des directions métiers est absolument fondamentale. Il faut bénéficier du sponsorship de la direction générale. Et pour en bénéficier, eh bien, il faut avoir constitué le dossier d'instruction de cette montée de version bien en amont pour obtenir non seulement son accord, mais également son soutien. Alors, un petit focus pour conclure sur ce qui, selon nous,
représentent les clés de la réussite d'un tel projet. Alors, ces clés de la réussite, elles se déclinent à deux moments. Le premier, c'est la préparation du projet de montée de version. Ça paraît une lapalissade, une évidence. Mais un projet bien préparé, un projet bien cadré, c'est un projet qui a toutes les chances de s'exécuter, de se réaliser dans le cadre prévu. Et pour ce faire, eh bien, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Nous proposons notamment ce qu'on appelle un audit flash, c'est-à-dire en une semaine, pouvoir faire le point sur le niveau d'adaptation, de personnalisation, de spécifique que comporte son système d'information de gestion autour des applications PeopleSoft. C'est-à-dire définir à quel niveau de personnalisation votre application se trouve. Et également, en sortie de cette semaine, d'identifier une recommandation sur la démarche adaptée. On l'a vu précédemment, Jawer a décrit les différentes démarches, tout en insistant fortement, et je réinsiste également, sur le fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise démarche. Ça dépend complètement de votre existant en termes de SIG PeopleSoft. Donc, en sortie de cette semaine d'audit flash, la recommandation sur la fresh install, la migration éditeur ou une approche de migration mixte. Pour aller plus loin dans cette préparation, réaliser une étude de cadrage. L'étude de cadrage a une ambition plus large puisque finalement, son contenu, son ambition, sa raison d'être, c'est livrer le dossier instruit à la direction générale. Livrer le dossier instruit à ceux qui ont eh bien, l'arbitrage pour lancer ou pas le projet. Pour ce faire, il y a différentes dimensions qui sont couvertes. Il y a une revue de l'architecture technique et des recommandations associées. Il y a, au-delà de l'identification du taux de personnalisation que nous avons vu précédemment dans l'audit flash, une estimation de la charge de report de ces spécifiques. Il y a l'identification et la quantification des scénarios de migration et la recommandation que nous faisons. Et puis enfin, le plan projet. C'est assez basique, assez classique, mais c'est fondamental. Un plan projet, qu'est-ce que c'est? C'est quelle est la démarche, quels sont les livrables, quel est le planning, quelles sont les charges associées à ce projet. Donc là, on est avant. Et puis pendant, eh bien pendant, il y a un certain nombre de moyens facilitateurs qui aident, qui accélèrent, qui sécurisent le projet de montée de version. Par exemple, nous disposons d'un outillage, notamment avec le produit Syslabs, qui aide à analyser les spécifiques et qui va permettre de recenser, de classifier et de quantifier le report de ces spécifiques. Il y a, on l'a évoqué précédemment, des nouvelles fonctionnalités qui permettent d'automatiser des tests. Alors, automatiser des tests, c'est gagner du temps, mais c'est aussi gagner du temps sur l'évolution de son système d'information de gestion. Typiquement, utiliser des tests préenregistrés avec PeopleSoft Test Framework, qui est désormais disponible avec les PeopleTools, pour pouvoir faire des tests de non-régression, a une valeur aussi bien au niveau du système d'information qu'au niveau métier qui est non négligeable. Et enfin, un troisième facilitateur, c'est externaliser les plateformes techniques. Pendant le projet, pouvoir disposer des infrastructures techniques, c'est-à-dire les machines, les applications, l'administration de ces machines et de ces applications pendant la durée du projet, en le faisant faire à des gens dont c'est le métier au quotidien. Et donc de sortir cette étape du chemin critique du projet et se libérer complètement de toutes les problématiques qui peuvent être associées à eh bien, la maintenance de ces plateformes. Et donc, pendant le projet, on vient de balayer ensemble eh bien, quelques facilitateurs, quelques accélérateurs, quelques simplificateurs, si je puis dire, qui permettent de mener le projet à son terme en sécurisant au maximum son déroulement. Alors, nous avons fini pour la partie présentation.